Et on en parlait dans notre journal, c'est l'une des informations les plus importantes de cet été en Afghanistan. Les talibans ont repris le pouvoir. Le dimanche 15 août dernier, les islamistes se sont emparés de la capitale Kaboul. Depuis plus d'une semaine, c'est le chaos dans le pays. Des milliers d'Afghans tentent de fuir et des violences ont déjà été commises par les talibans. Dans le même temps, les pays occidentaux, notamment la France, se sont engagés à rapatrier au plus vite leurs ressortissants et accueillir des réfugiés. Mais ces pays sont également critiqués pour la lenteur de ces rapatriements et aussi pour avoir laissé tomber un pays dans lequel ils avaient été engagés militairement, notamment les États-Unis. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier justement sur les derniers développements en Afghanistan. Il faut rappeler tout d'abord que cette prise de pouvoir des talibans coïncide avec le retrait progressif des troupes américaines du pays après 20 ans de présence. En février 2020, le président américain Donald Trump conclut un accord avec les talibans fixant pour mai 2021 le retrait des combattants américains, un accord qui ne contraint pas les talibans ni au désarmement ni au cessez-le-feu, mais leur impose uniquement de ne pas abriter de groupes terroristes en territoire afghan. Les départs des 2500 soldats américains ont donc débuté en mai dernier, on en a parlé, ça s'est poursuivi au cours de l'été. Idem d'ailleurs aussi pour les troupes étrangères engagées dans la coalition de l'OTAN en l'espace de quelques mois. Après 2 décennies de présence occidentale, le pays s'est retrouvé d'un coup privé de près de 10 000 hommes qui étaient chargés du maintien de la sécurité et du soutien aux forces afghanes. Et cette prise de pouvoir des talibans n'est finalement pas surprenante car ils sont passés à l'offensive dès le début du retrait des troupes américaines et de la coalition, voire même quelques mois auparavant, en janvier 2021. Une première attaque après un an d'accalmie qui coïncide d'ailleurs avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Alors qu'au mois d'avril, les talibans ne contrôlaient qu'une cinquantaine de provinces sur les 370 que compte le pays. 2 mois plus tard, ils étaient en possession de 85% du territoire, progression donc rapide jusqu'à donc ce fameux 15 août, il y a 8 jours, la prise de pouvoir de Kaboul avec aucune résistance face aux talibans. C'est toujours important de le rappeler. D'abord fixé au 11 septembre, le retrait définitif des troupes américaines est fixé au 31 août, même si de nombreuses voix demandent désormais de retarder cette échéance. Sans surprise, la prise de pouvoir des talibans a été saluée par les ennemis d'Israël, l'Iran, le Hezbollah, l'Iran notamment. Depuis une semaine, les Afghans veulent quitter un pays pour échapper aux talibans qui ont déjà été au pouvoir de 1996 à 2001 avant d'être chassés par la coalition militaire après les attentats du 11 septembre. Et parmi ces images marquantes, il y en a des derniers jours, ces images de chaos à l'aéroport de Kaboul qui se montrent toujours, des conditions de sécurité qui se dégradent, des soldats américains mobilisés pour maintenir le calme. Hier, 7 personnes sont mortes dans la foule près de l'aéroport. Les talibans déployés autour de l'enceinte exhortent les personnes sans documents de transport à rentrer chez elles. Selon des officiels de l'OTAN et des talibans, au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans l'aéroport de Kaboul et ses environs. Et vendredi, le président américain Joe Biden précisait qu'environ 13 000 personnes avaient donc été évacuées par des avions militaires américains depuis le 14 août dernier, 18 000 depuis la fin du mois de juillet. Il a précisé toutefois qu'il ne pouvait pas promettre ce qu'en sera l'issue finale. Quoi qu'il en soit, parmi ces personnes qui veulent quitter l'Afghanistan, bien sûr, les femmes, certaines ont témoigné de leur angoisse ces derniers jours. Et lorsque les talibans ont été au pouvoir entre 1996 et 2001, il faut le rappeler, les écoles de filles étaient fermées, les femmes ne pouvaient ni voyager ni travailler, elles étaient obligées de porter en public une burqa avec la grille en tissu au niveau des yeux. Ouais. Mardi dernier, lors de leur première conférence de presse, après avoir pris le pouvoir à Kaboul, un porte-parole des talibans s'est engagé à respecter les droits des femmes, mais sous les règles conformes à la loi islamique. Le port de la burqa ne sera pas obligatoire pour les femmes. Mais certains n'ont pas l'intention de quitter l'Afghanistan pour l'instant, et c'est le cas notamment de Zebulon Simantov. On en avait parlé sur cette antenne, le dernier juif d'Afghanistan, qui avait pourtant déclaré au printemps dernier qu'il quitterait le pays si les talibans revenaient au pouvoir. Il avait effectivement l'occasion de quitter le pays grâce à un homme d'affaires américano-israélien, Moti Kahana, mais Simantov, qui a la soixantaine désormais et qui vit dans la misère. Effectivement, on avait parlé de lui depuis 2001 à Kaboul suite à la ruine de son commerce de tapis qui survit grâce à l'aumône de ses voisins. Eh bien, ne part pas tant qu'il n'a pas réglé ses dettes. C'est lui qui l'a dit, des dettes contractées justement auprès de ses voisins. Et comme il en a beaucoup à rembourser et que selon Haaretz, il ne se sent pas menacé, eh bien effectivement, il reste pour l'instant
dans le pays. En avril, pourtant, Zebulon Simentov, considéré donc comme le dernier juif vivant en Afghanistan, avait évoqué ce qu'il subissait dans le pays, le pillage de sa synagogue en 2001, justement à l'époque à cause des talibans, ses emprisonnements multiples et également de nombreuses menaces reçues. En tout cas, face au chaos, les pays occidentaux se sont engagés à évacuer leurs ressortissants et les Afghans les plus vulnérables. On a cité le cas des États-Unis, c'est aussi bien sûr le cas de la France. Et un 5e vol est arrivé ce samedi soir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Et vendredi en début de soirée, un 4e vol qui lui transportait plus de 100 personnes est également arrivé à l'aéroport de Roissy avec à bord notamment 4 Français et 99 Afghans. Mais il fallait s'y attendre, l'accueil de réfugiés afghans divise la classe politique française. Certains à gauche ont dénoncé les propos d'Emmanuel Macron qui a parlé la semaine dernière de flux migratoires irréguliers importants et veulent accueillir des Afghans. Et puis d'autres à droite sont plus nuancés. Eh oui, maintenant tout cela est sur le terrain politique à quelques mois de la présidentielle. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a ainsi annoncé en milieu de semaine dernière qu'il ne veut pas accueillir de réfugiés afghans à Nice. Il rappelle que sa ville a été victime ces dernières années du terrorisme avec l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais et celui aussi de la basilique Notre-Dame. C'était en octobre dernier. Par ailleurs, des familles et des proches de soldats morts au combat en Afghanistan ont exprimé leur douleur et leur colère. Ils disent que ces soldats sont morts pour rien. Et c'est là qu'il faut rappeler quelques chiffres. 90 soldats français tués en Afghanistan depuis 2001, plus précisément entre 2004 et 2013. Côté américain, près de 2500 personnes sont mortes, plus de 1100 parmi les partenaires de la coalition, pas moins de 70 000 morts dans l'armée afghane et environ 50 000 décès parmi les civils. Le retrait progressif des troupes américaines et de la coalition internationale donne donc le sentiment d'un immense gâchis au regard de ces pertes humaines terribles. Et dans le même temps, le nouveau pouvoir taliban n'a pas été reconnu par l'Union européenne. La question de l'aide aux pays européens accueillant des réfugiés doit être abordée cette semaine à la réunion du G7, alors que de nombreux Afghans fuient le pays et que la communauté internationale s'inquiète. Les talibans tentent de former un gouvernement inclusif, disent-ils. Oui, inclusif, il faudra m'expliquer cela. Le numéro 2 des talibans, le Mollah Baradar, cofondateur du mouvement islamiste qui dirigeait le bureau politique des talibans depuis Qatar, est arrivé samedi soir à Kaboul. C'est la première fois d'ailleurs qu'un très haut dirigeant en activité des talibans rentre publiquement en Afghanistan depuis qu'ils ont été chassés du pays en 2001. Baradar est venu pour discuter de la formation d'un nouveau gouvernement qui sera prêt selon lui d'ici quelques semaines. Il a précisé d'ailleurs que la nouvelle structure ne sera pas une démocratie répondant à la définition occidentale, mais qu'elle protégera, je cite, les droits de tout le monde. On peut en douter lorsque l'on connaît le profil des talibans, à commencer par Baradar lui-même et que vous venez de citer justement Christophe, chef militaire des talibans. Il a été arrêté en 2010 à Karachi au Pakistan. Il a été libéré en 2018. Et puis d'autre part, ces derniers jours, l'un des terroristes les plus recherchés au monde par les États-Unis, Khalil Haqqani, a été aperçu. Et par ailleurs, les talibans sont également accusés, Ilana, d'avoir conduit des représailles violentes contre des manifestants, des rafles aussi parmi les personnes qui ont travaillé pour le gouvernement, critiqué les talibans ou collaboré avec les Américains. Des récits font état, par exemple, de talibans en armes qui vont de maison en maison pour fouiller les lieux. Une famille de 16 personnes a raconté que pour ne pas être découverte, elle devait se réfugier dans une salle de bain, lumière éteinte et exigeant des enfants un silence absolu. Ouais, tout cela est quand même très effrayant. Merci beaucoup Christophe Dard. Nous suivrons évidemment très attentivement sur Radio J ce dossier. Nous en reparlerons d'ailleurs avec notre invité ce matin à 7h45, Jean-Dominique Merchet, journaliste défense à l'Opinion.